Madame, monsieur, bonjour. 11h05 sur Alger, chaîne 3, l'événement. C'est les deux confrontations de notre équipe nationale, reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde sur cette année 2025. Le Botswana aujourd'hui à 14h à Francistown. Et il y aura mardi au stade Hussein Aït Ahmed le Mozambique. Le Mozambique qui a pris la première place du groupe de l'Algérie avec 12 points. Les Mozambicains se sont posés hier, je le rappelle, dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Botswana que l'Algérie a toujours battu, il y a eu les deux sur les dernières confrontations. Mais aujourd'hui, cette équipe du Botswana compte 6 points et voudra gagner face à l'Algérie. Ça serait une première pour les Botswanais. Il rejoindrait ainsi l'équipe nationale qui compte 9 points. On l'aura avec nous en direct à partir de la Libye. Il a été entraîneur du Botswana, Didier Gomez, l'entraîneur de l'ex-entraîneur du Botswana, aujourd'hui qui est actif en Libye. On reviendra sur les déclarations et le jeu et de ce qu'on attend de notre équipe nationale avec Mourad Wardi qui sera avec nous en direct. On parlera des féminines également, notre équipe nationale des U17 qui doit affronter le Nigeria pour le dernier tour qualificatif à la Coupe du Monde, au championnat du monde, et puis le MCO. Rien ne va plus du côté du MCO. Il reste encore 10 matchs et le MCO est en grand danger. Que se passe-t-il? On va tenter d'apporter une réponse avec Ali Hamouche. Voilà donc pour le sommaire de ce Football Magazine. Sans plus tarder, direction la Libye. On va retrouver l'ancien entraîneur du Botswana, Didier Gomez. Bonjour. Oui, bonjour et merci de votre invitation. C'est nous qui vous disons merci de votre disponibilité, Didier Gomez. Botswana-Algérie, sur les dernières confrontations, l'Algérie a battu le Botswana. Je le rappelle, 1-0 au match aller, c'était un éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, et 5-0 au match retour. L'entraîneur était avec pour nous, Adel Amrouche. Aujourd'hui, c'est une toute autre équipe du Botswana qui, rappelons-le, alterne le bon et le moins bon. Qu'est-ce qu'on peut redire? C'est une équipe en progression, l'équipe du Botswana? Alors oui, tout à fait. La dynamique a changé. Elle est sur une dynamique très positive puisqu'elle vient de se qualifier pour la prochaine CAN, la deuxième CAN de son histoire. Voilà une équipe, une génération qui arrive à sa fin, mais qui veut en tout cas bien finir. Voilà, la donne a changé. L'équipe est beaucoup plus sûre d'elle. Elle a beaucoup plus de confiance dans son jeu, dans sa philosophie. Et je crois qu'elle est capable de faire des très bonnes choses, notamment à domicile. Alors justement, à domicile, elle est capable, on l'a vu, de battre la Guinée, mais également de s'incliner contre le Mozambique. C'est pour ça que je disais d'alterner le bon et le moins bon. Alors pour avoir été le sélectionneur de cette équipe sur ces deux matchs-là, c'est vrai qu'on a réalisé une très grosse performance contre la Guinée. Contre une très belle équipe de Guinée, mais la victoire était méritée au regard des efforts effectués et des occasions créées. Contre le Mozambique, la victoire aurait dû être au boom. On a commis quand même 2 erreurs défensives qui nous ont coûté très cher, mais surtout n'oublions pas la magnifique victoire contre le Cap-Verdais en octobre dernier, qui a été le pas décisif pour aller se qualifier à la prochaine CAN. C'est une équipe qui est... Et il y a eu également, je m'excuse de vous interrompre, il y a eu également ce résultat contre l'Égypte. Oui, l'Égypte, un match nul au Caire. J'étais plus sur le banc à ce moment-là, mais c'est vrai qu'elle a combattu vaillamment, très très vaillamment. C'est une de ses principales qualités. Elle a combattu vaillamment. L'Égypte aurait dû gagner largement, mais voilà, le Botswana s'est regroupé devant son but et est allé chercher ce match nul qui manquait pour la qualification. Oui. Qu'est-ce qui caractérise cette équipe du Botswana? Vous l'avez eu sur le début des éliminatoires de la Coupe du Monde, donc vous connaissez très bien le groupe. Qu'est-ce qui la caractérise? Oui, je les ai eus sur le début des éliminatoires, sur pratiquement tous les éliminatoires pour la prochaine CAN. Ce qui la caractérise, c'est beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion, et elle est sûre de son jeu, c'est-à-dire que elle peut défendre très très bien sur un bloc très bas, très regroupé, et par contre elle a une qualité extraordinaire. Ses contre-attaques sont... La transition Oui, la transition offensive est absolument extraordinaire avec 2 joueurs qui font la différence. Sika Niang qui joue au Maroc, au Mas de Fès, et Henri Bonnier qui joue maintenant à l'Etihad Tripoli, deux attaquants rapides, très puissants. Voilà, l'équipe, comme on dit, elle sait trouver les pockets, les espaces pour contre-attaquer. Elle le fait très très bien. Voilà,
elle a eu quelque part beaucoup de chance sur les derniers matchs, mais en tout cas, elle maîtrise son sujet, elle maîtrise son organisation défensive et offensive. Très bien. Face à l'Algérie, c'est vrai que sur le papier, sur les résultats, sur l'histoire des deux pays en matière footballistique, les Algériens sont en regardant les stats, sont donnés favoris de cette confrontation. Le grain de sable pour l'Algérie, ce serait quoi? Oh, le grain de sable, déjà, vous savez, ça va être difficile de jouer à Franciston en début d'après-midi. J'allais vous poser la question. 14 heures, Oui. Francistown. Qu'est-ce qui fait que cela soit compliqué, difficile? Non, il fait lourd, hein, c'est un climat lourd, hein, c'est le nord du Botswana. Alors même si le terrain est de bonne facture, en tout cas, c'est vrai que pour des joueurs algériens dont la plupart jouent en Europe en cette période hivernale, ça peut être compliqué le changement de température. Après, comme vous le dites, l'Algérie est largement favorite, hein. Elle a dans ses rangs des joueurs de classe mondiale. Donc c'est vrai qu'elle est favorite, mais il va falloir vraiment qu'elle se mette au travail en ce début d'après-midi à Franciston. C'est pour ça, ajouter à cela, c'est la période du Ramadan. Exactement, Il ouais. est 14 heures, vous l'avez dit, temps lourd. Ça pourrait compliquer la tâche parce qu'il faut tout de suite. D'ailleurs, l'entraîneur Petkovic a avancé l'horaire de l'entraînement hier, dernier entraînement. Oui, je suis un peu les péripéties de l'équipe algérienne là-bas à Franciston. Je crois que c'est un bon choix de la part de l'entraîneur algérien qui est très expérimenté, hein. Donc il met ses joueurs dans les meilleures conditions et par cette décision, il se prépare vraiment à un grand combat. Il connaît les conditions, donc bravo à lui, hein, d'anticiper tout cela. Après, sur la qualité technique, bien évidemment, je le répète, l'Algérie doit gagner ce match, mais après, vous savez, le Botswana sait très bien qu'avec une victoire aujourd'hui, hein, elle rejoindrait l'Algérie. Il se relance complètement. Oui, elle rejoindrait l'Algérie à 9 points avant 4 jours avant de rencontrer la Somalie à la maison. Donc, ça pourrait être intéressant pour la suite de ces éliminatoires. Le Botswana n'ira pas à la Coupe du Monde, hein, mais voilà, elle peut jouer sa chance jusqu'au bout. C'est aussi une belle préparation pour la prochaine CAN, hein. Donc voilà, un beau match attend l'Algérie cet après-midi à Franciston, mais je crois qu'elle a la qualité technique quand même pour faire la différence, même si les Zèbres vendront chèrement leur peau. Je rappelle, hein, il y a la deuxième place qui est qualificative pour les barrages. Pour les barrages, oui. Oui, il y a un coup à jouer, il y a toujours un coup à jouer. Il y a vraiment un coup à jouer pour le Botswana, hein. Je crois que le match charnière, c'est celui de cet après-midi, hein. Elle peut basculer après ces deux matchs sur une position de premier ou deuxième. Donc voilà, je crois que les joueurs, pour les avoir très souvent au téléphone, croient en leur chance. Ils savent qu'ils ont affaire à une montagne, hein. L'Algérie, c'est du très très haut niveau, hein, avec des joueurs très chevronnés, très expérimentés. Mais voilà, comme je l'ai dit, ils iront au bout du combat. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est un tournant pour le Botswana. Tant pour le Botswana, c'est pas décisif, mais c'est important. C'est dommage. Oui, on sait. Moi, je savais clairement dès le départ que ces qualifications pour la Coupe du Monde n'étaient pas un objectif bien précis, hein, pour la fédération du Botswana, mais ça doit être très très utile pour préparer la prochaine CAN où les Zèbres voudront bien figurer. Voilà, c'est un match charnière, comme je dis. C'est aussi un match charnière pour l'Algérie, hein, 3 jours avant de rencontrer le Mozambique. Parce qu'il faut rappeler que dans le parcours de l'Algérie, il y a eu cette défaite contre la Guinée qui peut, à un moment donné, à Alger, qui peut peser lourd, hein, dans le décompte final. C'est pour ça qu'il faut tenter à chaque fois de rattraper cette défaite. Bien sûr, exactement. L'Algérie ne peut plus perdre de points, notamment cet après-midi, comme j'étais en train de vous le dire, hein. Le Mozambique a joué hier, a pris la première place, bénéficiera d'un jour de repos supplémentaire. Ça peut jouer aussi, hein. Je crois que l'Algérie, voilà, ne doit pas prendre trop de risques cet après-midi. Je crois que le match contre le Mozambique mardi, hein, en Algérie, s'avérera prépondérant pour la suite de ces éliminatoires. Alors Didier Gomez, le Botswana, c'est vrai qu'on les a joués, mais il y a 2 joueurs qui ont évolué dans le championnat d'Algérie, notamment Alaïsso Schleff.
et au l'USMA d'Alger, et il a quitté l'USMA d'Alger. Alors, le football botswanais, c'est un football qui est en progression. Déjà, il y a eu une deuxième qualification en Coupe d'Afrique des Nations. C'est récent. Oui, exactement. C'est un football qui est en progression. Hein. Les entraîneurs travaillent de mieux en mieux. L'accent est mis aussi sur la formation des plus jeunes. Alors, c'est un travail de longue haleine, hein, qui demandera 4 à 5 ans, hein, de préparation. Mais en tout cas, oui, c'est un football qui progresse, notamment avec son club phare, hein, Jwaneng Galaxy, qui a plutôt fait des bons parcours en Ligue des Champions durant les 3-4 dernières années. Voilà, ce club a tiré le football botswanais vers le haut. Et puis, comme je l'ai dit, hein, c'est une génération, c'est un cycle qui arrive sur la fin des joueurs trentenaires, mais qui ont envie vraiment de bien finir et qui ont donné un sacré coup d'élan au football botswanais. Je crois que le football botswanais a de beaux jours devant lui. Alors justement, pourquoi je dis c'est récent, on connaît plus le Botswana pour l'athlétisme, pour le sprint notamment. Ils ont un super talent Exactement. en sprint, qui a été d'ailleurs sacré au niveau mondial et présent médaillé aux Jeux Olympiques. Mais en football, beaucoup moins sur le continent. C'est une nation qui arrive. C'est pour ça que j'en parlais. Et à travers votre expérience, vous dites il faudra attendre les Botswanais sur les 10 prochaines années, ou le football commence à s'installer au Botswana? Est-ce que c'est le sport numéro 1 ou c'est la clé plutôt? Non, je pense que c'est un peu des deux. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de Botswanais qui courent. Hein. On les voit souvent autour des pistes, autour des stades. Hein. Vraiment, c'est un sport majeur, un athlétisme. Mais bon, il y a beaucoup aussi de monde dans les stades. Hein. C'est un petit pays très peu dense, hein, au niveau de sa population, mais qui essaie de bien travailler. Voilà. L'équipe, comme vous le dites, hein, l'équipe progresse, elle voit le jour, comme beaucoup de pays en Afrique. Hein. Il y a des nations émergentes. Et les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations ont été un sérieux indicateur sur les nouvelles nations qui arrivent. Bien évidemment, vous avez entièrement raison. Et pour preuve, hein, bon, même si le Mozambique a un peu plus de talent, c'est une équipe qui arrive sur la scène internationale et qui fait vraiment Vous avez le Cap-Vert, vous avez la Guinée-Bissau, vous avez le Mozambique, vous avez la Mauritanie également. Voilà, c'est des nations qu'on ne voyait pas sur les Coupes d'Afrique des Nations et qui sont en train de s'installer, qui a une pérennité en termes de participation. Oui, bien évidemment, hein, le Mozambique, la Guinée-Bissau, comme vous le dites, le Cap-Vert, hein, que le Botswana a éliminé de la CAN, hein, puisque nous avons remporté les 2 matchs qui nous ont opposés. Voilà, aller et retour. Hein, c'est vrai, avec un peu de chance, mais comme je l'ai dit, il en faut toujours. Oui, avec une équipe du Botswana très très solide, autour d'un gardien qui peut être magique. Hein, vraiment, qui a un physique un peu spécial, mais en tout cas qui est très très fort. Hein. Donc ces 2 confrontations contre le Cap-Vert ont été vraiment quelque chose de très important, hein, qui a permis à l'équipe de prendre beaucoup de confiance. Voilà, je crois que aujourd'hui elle affrontera l'Algérie avec cette confiance-là, en sachant très bien, puisque ce sont des garçons modestes, humbles, en sachant très bien que l'Algérie leur est largement supérieure au niveau technique. Mais voilà, le match va se dérouler par 30 degrés, hein, à la maison, avec un support, des supporters très nombreux dans le stade. Donc tout est possible sur un match, vous savez. Sur 90 minutes, tout peut arriver. Et même un nul, hein, serait un bon résultat pour le Botswana. Oui, bien sûr. Hein, ce serait une première face à l'Algérie. Bien sûr. Hein, voilà, je pense que le Botswana ne surprendra pas par son organisation de jeu. Je crois que ce sera un bloc bas, capable de bien défendre, de colmater les brèches. Nous, on jouait en 4-1-4-1, une animation défensive très stricte, hein, et puis une transition offensive hyper rapide pour aller essayer d'aller titiller les défenseurs algériens. Je crois que ce sera pas une surprise de voir le Botswana jouer comme ça. Il faudra que l'Algérie soit patiente, hein, parce que le Botswana défend très bien et ouvre très peu d'espace.
Hein, mais voilà, je crois que avec des Gouiri, des Mahrez, des Belaïli capables de faire la différence sur les petits espaces et dans les derniers 30 mètres, je crois que l'Algérie peut envisager aussi une belle victoire. Didier Gomes, merci. Alors, je rappelle, vous êtes en Libye. On vous souhaite bon vent. Je vous remercie. Je rappelle qu'en Algérie, vous avez été entraîneur du CS Constantine et de la JSM Skikda. Exactement, de magnifiques moments auprès des joueurs algériens. Et il n'est pas dit qu'un jour, on ne vous revoit pas ici en Algérie. Merci encore. Exactement. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Bonne journée, bon vent pour votre parcours en Libye. On va retrouver Rostom Yaghil. Rostom, vous vous êtes intéressé à cette équipe du Botswana. Vous avez décortiqué le jeu, mais également il y a eu cette déclaration de l'entraîneur de l'équipe du Botswana. National team. It is not an easy program because you are dealing with individuals. Ce stage est très important car il inclut 90% des joueurs locaux. Il est axé sur l'adaptation et nous y sommes parvenus. L'importance de stages d'entraînement fréquents pour aider les joueurs à comprendre les styles de jeu de chacun et à élever le niveau de compétition au sein de l'équipe. Nous ne devons pas commettre l'erreur de croire que jouer à domicile nous garantit un bon résultat. Nous devons rester humbles, travailler dur et nous assurer de bien jouer. Ce qui est sûr, c'est que la façon dont nous jouerons contre l'équipe nationale algérienne sera complètement différente de celle que nous avons présentée lors du deuxième match contre l'équipe nationale somalienne. Alors ça, c'était pour la déclaration de l'entraîneur de l'équipe du Botswana. Les joueurs, quel nom peut-on retenir en termes concernant les joueurs du Botswana? Alors pour le Botswana, il y a plusieurs revenants. Comme notamment le jeune Zevala, le défenseur du Botswana qui évolue également dans le championnat local. Il faut savoir également que le sélectionneur national du Botswana, le sud-africain Morena Ramoreboli, a toujours quasiment le même effectif, surtout en défense. Il aligne à chaque fois les 4 défenseurs qui évoluent notamment au Jwaneng Galaxy et à l'Orapa United. C'est le club numéro 1. L'Orapa United et les Jwaneng Galaxy, l'Orapa United d'ailleurs qui avait affronté en Coupe de la CAF l'USM Alger, rappelez-vous. Donc essentiellement des joueurs qui évoluent au championnat local. Dans le championnat local. Oui, et il n'y a aucun joueur qui évolue à l'étranger dans la formation, dans la sélection nationale. L'AS Sochaux. À part celui de l'AS Sochaux. C'est un championnat étranger, oui. est-ce que ça... Oui. Merci. Et il y a un joueur qui évolue, qui est l'ancien de l'USMA d'Alger, qui est en Libye également. Voilà. Tommy Song. C'est un championnat étranger. Oui, merci de le rappeler. Voilà, merci. Encore une fois, donc, pour ces précisions. On remercie également Didier Gomes qui était avec nous en direct. On va retrouver maintenant Mourad Wardi qui va nous parler de l'équipe nationale. Mourad Wardi, on va revenir sur la liste des joueurs retenus sur ce match contre le Botswana. Mais avant de vous retrouver, on va écouter Petkovic qui nous parle du Botswana et le fait de jouer à 14h. Le match à Francis Town contre le Botswana, c'est un match contre une équipe qui est une équipe très compacte, qui se prépare depuis déjà beaucoup de journées pour ce match. Tanto rispetto. Beaucoup de respect. On ne doit pas oublier que aussi pour le Botswana, ce sont des matchs décisifs et compliqués. Et eux aussi doivent tout donner pour récolter des résultats qui les amènent peut-être au championnat du monde. Il faut essayer de gagner et quand on gagne, c'est plus facile de gagner le match d'après. Non è abituale. Soprattutto perché temperatura là è un po' diversa che Algérie. C'est clair que c'est pas habituel, surtout parce que la température là-bas elle est pas comme ici. Mais moi je pars du principe que si c'est comme ça pour nous, c'est aussi pour l'adversaire la même chose. Ce qu'on peut faire nous, c'est commencer à bâtir l'entraînement de la veille exactement à la même heure du match, éloigner toutes ces difficultés externes et se concentrer exclusivement sur nous-mêmes. Allontanare tutte queste influenze esterne e concentrarsi su noi stessi. Eh bien voilà, c'est pour vous donner une idée. Merci. Mourad Wardi, bonjour. Bonjour à toi et à ceux qui t'accompagnent pour ce... On sent un peu moins d'énergie chez Mourad Wardi, habitué. Je viens de me réveiller. Très bien, Mourad Wardi. Alors, Mourad Wardi, justement, un match aujourd'hui contre le Botswana. On l'a dit, sur le papier, il n'y a pas photo. Mais comme le disait Didier Gomes, qui était le récent entraîneur de cette équipe du Botswana, jouer à 14h ce match,
dans des conditions à 30 degrés, il fait lourd, le ramadan, ça peut peser, ça peut faire la différence. Les paramètres extérieurs, il faut les prendre en considération, hein, même si sur le papier, l'équipe nationale elle a une avance considérable par les noms qui la composent, par l'expérience qu'elle a dans ses joutes éliminatoires, soit en Coupe d'Afrique, soit en Coupe du Monde. Je sais que la différence, elle est de taille, mais les paramètres extérieurs peuvent faire balancer un petit peu le résultat. Et sur ce plan-là, que Petkovic se doit de se mettre dans... Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il a avancé l'entraînement d'une heure hier. Oui, bien sûr. Il doit se mettre dans la mise en place de sa stratégie par rapport à ces éléments extérieurs. C'est très important. Le football, c'est tout. Hein. C'est pas une affaire de dispositif tactique et ensuite jouer un match. Non, il faut prendre en considération tous les aspects. Même l'arbitrage, il faut le prendre en considération. Ça, c'est sûr. Donc, je dirais, la préparation, elle doit être complète dans une équipe de football. Alors, on a vu que l'équipe, le Petkovic, cette fois-ci, le groupe qu'il a retenu, il n'a pas été épargné par le nombre de blessés. Il a fallu remplacer certains joueurs. On risque d'aller, il y a le retour de Belaïli, par exemple. Il pourrait y avoir des changements en attaque. Au milieu de terrain, c'est sûr qu'il y aura des changements. Ça va être une équipe un petit peu inédite qui pourrait mettre en place aujourd'hui. Mais le casse-tête, c'est comme vous le savez, une équipe, elle commence par son gardien de but et son dispositif défensif, parce que je crois que la stature d'une équipe qui peut aller devant, c'est cette arrière-garde qui est confortable et qui est à l'aise. Donc je crois qu'il y a quelques perturbations, même pour ce qui est du rythme des matchs. De la composante qui fait cette arrière-garde défensive, elle est un petit peu mise à l'écart dans leur club respectif. Donc, vous pensez oui. Par exemple, Ben Sebaini, bon, il a des bouts de match. Mendy qui joue pas, Ben Sebaini qui fait des bouts de match, qui a perdu sa place de titulaire et qui plutôt il rentre sur les matchs, il est dans une position de remplaçant. Vous avez également le gardien, il y a un problème, Alexis Gendouzi en principe, puisque Mandrea, on n'a pas compris la sélection de Mandrea qui ne joue pas avec son club et qui a été retenu pour ce match. Donc voilà, c'est pour ça que vous parlez, c'est la question que vous évoquez, l'absence de rythme. Oui, vous êtes allé directement sur Belaïli. Oui, Belaïli, c'est... Non, mais revenons à la défense, restons sur la défense. Oui, non, je reprends ce que vous avez dit. Vous avez dit, voilà, il y a des nouveaux. Non, les nouveaux, c'est une équipe en place. Ensuite, c'est des éléments dans cette équipe. Belaïli, c'est un élément qui peut faire la différence. Très bien, mais on va revenir sur ce que vous avez préféré aller sur les compartiments. On va aller sur les compartiments. Revenons à la défense, justement, poste de gardien de but et la composante de la défense. Oui, pour ce qui est du gardien de but, il y a beaucoup qui parlent un peu du manque de compétition de certains. Mandrea, il n'y a pas certains, c'est Mandrea. Oui, Mandrea, donc je dirais que on a eu l'habitude avec Mboulhi. Mboulhi n'avait pas de club, mais il était là. Le gardien de but, c'est le moment, c'est ce qu'il doit... Il doit avoir... Quand j'ai dit Mandrea, autant pour moi, hein, parce que Mandrea, rappelons-le, avec son club, le FC Metz, le Caen plutôt, il est à Caen et il occupe la dernière place, et Oukidja qui est à Metz, qui lui ne joue pas, voilà, pour rectifier. Non, pour vous dire, mais même Mboulhi ne jouait pas, Mboulhi n'avait pas de... Oui, mais lui, il était particulier, Mboulhi, c'était la particularité. Et il faut aller vers cette particularité. Mais ils sont pas tous les mêmes, c'est pas tous les mêmes. Oui, mais la particularité d'un gardien de but, il faut qu'il se mette avec une relationnelle. C'est-à-dire, il faut qu'il soit, comment dirais-je, à chaque fois titulaire, s'il a les capacités, bien sûr, pour se mettre dans la relationnelle. Vous savez, le gardien de but, c'est le premier et le dernier rempart. Oui, mais quand vous prenez, par exemple, Mandrea, qui est dans une équipe qui est en proie au doute, qui est à la dernière place, même s'il y a eu un changement d'entraîneur au niveau de Caen, et qui chaque semaine est sur des résultats, disons-le, complètement de défaite, de défaite en défaite. Oukidja qui ne joue pas, il ne reste plus qu'Alexis Gendouzi. Je crois qu'il va aller vers Alexis Gendouzi s'il prend en considération l'aspect
l'aspect compétitif. Hein. S'il prend en relation cet aspect, je crois que Guendouzi, il est le mieux indiqué. Mais attendons, parce que on a eu déjà l'affaire Mboulhi, et Mboulhi, c'est quelqu'un où... Mais pourquoi vous revenez à Mboulhi? Mais pourquoi vous revenez à Mboulhi? Parce que je reviens, j'ai pas le temps de vous expliquer. Le gardien de but, vous savez, parfois, aujourd'hui, il y a une responsabilité terrible du gardien de but au sein de son club quand le club ne marche pas. C'est-à-dire, c'est lui qui prend tout. Mais peut-être il peut rebondir avec des joueurs à qui il a confiance et sur lesquels. Là, c'est dans le cas où il titularise Oukidja ou Mandrea. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est très important parce que trop souvent, le gardien, c'est avec ses défenseurs. L'équipe nationale, elle est en constante évolution, elle est là, elle se met dans une compétition internationale, elle veut se qualifier en Coupe du Monde. Tous ces paramètres peuvent donner à un gardien de but, même s'il ne joue pas dans son club, c'est cette envie de se mettre... Donc pour vous, vous dites, ça vous expliquez la stratégie de l'entraîneur Petkovic, vous êtes en train de tenter de décoder ce que pourrait faire Petkovic, mais dans le même temps, vous dites, bon, voilà, si l'on veut, les hypothèses sur lesquelles se base Petkovic pour avoir retenu tant Mandrea que Oukidja, avec, il est vrai, Alexis Guendouzi, qui pourrait être titulaire aujourd'hui. C'est un petit peu... Je voulais aller dans ce sens. Hein. Je crois que l'équipe commence très souvent par son gardien de but. Très bien. Le gardien de but, c'est l'assurance de la suite. On sait très bien, si un gardien si une erreur ça coûte, vous le payez cash sur une erreur d'un gardien, c'est un but. Alors ça, concernant la défense également, vous l'avez dit dès le départ, la défense, c'est des joueurs qui manquent de temps de jeu, à l'exception d'Ait Nouri. À l'exception d'Ait Nouri, oui. Ça peut peser Ah oui, ça peut peser avec les conditions qu'on a signalées tout à l'heure, les conditions extérieures. Hein. Il faut se mettre tout de suite dans une confiance totale. Hein. Prendre en considération l'aspect chaleur, vous avez parlé de Ramadan, vous avez cité pas mal d'éléments extérieurs qui peuvent influencer et qui peuvent donner de l'élan à l'équipe de Botswana, puisqu'elle joue dans son fief et avec les conditions qu'ils connaissent parfaitement. Donc, je dirais, il faut se mettre trop souvent à prendre en considération ces paramètres. Et je crois que Petkovic sait beaucoup, et mieux peut-être que moi, ce phénomène chaleur, joueurs qui ne jouent pas régulièrement dans leur... De toute façon, il est obligé de composer. Il est obligé de composer avec. Il ne peut pas faire autrement. Oui, il est obligé de composer avec sa défense et avec un milieu de terrain qui doit être dans cette relation défense en premier lieu, ensuite aller vers l'offensif. Et comme vous le savez, Mohamed, ces 2 derniers matchs ou les 3 derniers matchs qu'on a vus avec Petkovic, on a vu un léger changement dans la manière de jouer de Petkovic. Il ne va pas tout de suite dans la force offensive. Non, pratiquement, il est dans l'attente. Il essaye de gérer l'adversaire un peu de loin. C'est à 30 mètres des buts adverses. Il laisse l'adversaire faire des fautes et donner cette possibilité de la dynamique offensive, comme vous le savez, à droite, peut-être Mahrez, et s'il va faire rentrer Belaïli, et vous avez aussi Amoura qui a cette possibilité de percussion sur un plan attaque. Donc je dirais qu'il a un petit peu changé. Avec Guiri qui aujourd'hui a changé de poste à la pointe, dans un poste d'avant-centre. Donc, on est plus près d'une défense bien assistée et d'une attaque qui trouvera peut-être les espaces qu'il faut si l'adversaire sort de sa coquille. Mais vous avez laissé, disons pour la fin, vous avez laissé le milieu de terrain. C'est là où il risque d'avoir une casse-tête. Oui, c'est ça. Je voulais dire que l'attaque avec les milieux de terrain. C'est-à-dire que les milieux de terrain, dans ce manque de fraîcheur au niveau de l'axe central de notre équipe nationale et du manque de rythme de compétition chez pratiquement les
s'il va jouer avec les 3 défenseurs, comme on l'a vu jouer dans les derniers matchs, je dirais que les milieux de terrain, ils doivent avoir la possibilité d'être une assurance pour les actions et une obligation de se mettre dans l'offensif, bien sûr en fonction du match et de la gestion du match, du résultat et du temps de jeu qu'on va voir et observer ce mouvement défense-attaque avec la force du milieu de terrain qui va être lui aussi important dans l'échiquier le milieu. Pourquoi je dis le milieu, on l'a laissé pour la fin, parce que vous avez quand même l'absence de Ben Nassar, l'absence également de Abdelli qui peut peser. C'est un milieu qui sera avec... Qu'est-ce qui reste? Il reste Zorgan, il reste également Boudaoui, Chaibi, Kandoussi. Voilà le milieu de terrain. Comment il peut se présenter? Oui, mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait avec les blessures. Il y a une liste élargie. Dans cette liste élargie que l'entraîneur national doit composer, c'est des questionnements tout le temps. C'est-à-dire, il doit se mettre avant même le match de se poser des questions s'il y a l'absence de X par qui je dois le remplacer. Parce que il a dessiné sa vision de jeu avec la liste élargie. Ensuite, il va décider avec la composante du match. Ensuite, il la dessine bien sûr avec les remplaçants qui vont peut-être faire partie de ce match. Donc c'est ça, c'est une architecture complète avec des questions-réponses que doit se mettre un entraîneur avant un match. Il ne vient pas comme ça ensuite. Non, ça c'est sûr qu'il ne vient pas comme ça. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais c'est l'une des raisons que je vous ai dit. Mais le collectif, il est très, très important. Jusqu'à l'heure, on n'a pas répété les matchs avec la même équipe. Le milieu de terrain. Il peut avoir un milieu qui sera composé en tenant compte des blessures, et c'est le lien entre la défense et l'attaque. Ce milieu de terrain, le cœur du jeu, comme on l'appelle, eh bien, il a connu trop de défections pour ce match, pour ces 2 matchs. Voilà. Parce que le cœur du jeu, il a une double mission. Le cœur du jeu, il est là pour pousser et être derrière ses attaquants. Et trouver des solutions quand ça ne va pas devant. Et il est aussi dans le dispositif défensif où s'il y a perte de ballon, il doit se mettre tout de suite dans une réaction défensive. Donc, dans cette optique, défense-attaque, attaque-défense, que le milieu de terrain est le cœur du jeu. Et le cœur du jeu, il est très important. Jusqu'à l'heure, on n'a pas su mettre en place un trio ou un duo avec un élément, une pointe derrière les 2 récupérateurs qui peuvent se mettre dans une cohabitation avec l'ensemble de la structure de l'équipe. Donc je dirais que le cœur du jeu, à chaque fois, il est endommagé par les absences et une équipe, c'est une continuité dans l'effectif et dans les matchs. Et les remplaçants, ils sont là pour recadrer, donner des solutions, se remettre dans une autre situation. Et c'est ça le football. Surtout faire en sorte de convaincre l'entraîneur d'avoir eu raison d'avoir appelé ces joueurs qui n'étaient pas titulaires au départ et qui vont peut-être arracher une place de remplaçant. Il y a un joueur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vais m'arrêter sur un cas. Il y a un joueur, je pense, c'est Boulbina. La question a été posée à l'entraîneur national en conférence de presse. Meilleur buteur du championnat qui n'a pas été retenu. Il est jeune, il est bourré de talent. Et écoutez la réponse de l'entraîneur, je vais vous demander après votre avis. On va l'écouter, l'entraîneur sur le cas Boulbina. C'est clair, il y a des joueurs intéressants dans le championnat d'Algérie de Ligue 1. On a vu beaucoup de matchs et quand on n'est pas au stade en live, il y a quand même quelqu'un d'autre qui suit les matchs pour nous. C'est un joueur clairement très important pour Paradou. C'est un joueur jeune de 21 ans qui vient de débuter son chemin dans le foot professionnel.
On suit tous les joueurs, dont aussi Boulbina, mais le coach pense que maintenant, le choix de ne pas le convoquer, c'est encore la meilleure des solutions pour l'instant. Ce n'est pas assez d'avoir la qualité sur une période qui est une petite période. Il faut avoir la continuité dans le long période, mais aussi au niveau international. Et tous les joueurs qui se mettent en évidence par le biais des qualités qu'ils ont, ils ont la possibilité de rentrer à l'équipe nationale parce que la porte, comme il a dit au début, elle est toujours ouverte. Avranno possibilità perché, come ho detto prima, la porta rimane aperta. C'est vrai qu'elle est toujours ouverte, mais on aurait bien voulu, on aurait bien voulu mériter d'être retenu dans le groupe, peut-être comme Maza a été retenu, comme le joueur également, celui qu'on n'attendait pas, ça a été une surprise, disons-le, dans sa sélection, c'est Chiaha également, qu'on n'attendait pas. Qu'est-ce que vous dites, Mourad Wardi? Ah, il a répondu, il a parlé un petit peu du long terme et du court terme. Le court terme, c'est des matchs, c'est tout de suite. Ça, c'est sa réponse. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il aurait mérité d'être retenu? Moi, je ne peux pas être à la place de l'entraîneur. Votre avis sur les performances de Boulbina? Non, il n'y a pas que Boulbina aujourd'hui, il y a Marius. Mais je parle d'un jeune. Marius est déjà passé par l'équipe nationale. Moi, je parle d'un jeune qui arrive. Un jeune, oui, peut-être il aurait pu l'avoir avec cet effectif. Je crois que Boulbina, il est en train de montrer de match en capacités, une excellence, un joueur à potentiel technique extraordinaire, une vision de jeu, un buteur. Il a toutes les données qui peuvent faire de lui un sélectionné. Mais maintenant, l'avis du sélectionneur, il est tout autre. Donc ah oui, on respecte l'avis, on l'a dit, ça c'est sûr, c'est son choix. Oui. Alors son choix peut être judicieux, très juste, comme on le dit, mais pourquoi la porte a été ouverte? Il y a eu des joueurs comme Maza, comme Chira qui ont été retenus, 18 ans, 20 ans également. Boulbina aurait mérité sa chance également. Voilà. C'est pour ça que le cas Boulbina a été évoqué en conférence de presse. Mais c'est un autre sujet qu'il faut débattre encore. Aussi, hein, je n'ai pas dit ça, je parle sur ces deux matchs. Non, oui, c'est sur ces deux matchs qu'il ne l'a pas convoqué. Il a dit tout de suite, c'est pas pour lui. Pour lui, c'est le long terme. Peut-être qu'il va le convoquer une fois l'équipe nationale. À Boulbina de le convaincre. Il est chez les A'. À Boulbina de le convaincre. Mais Boulbina est en train de convaincre. Mais j'ai pas dit à Boulbina de le convaincre. Il n'a pas assez convaincu. C'est tout. C'est à Petkovic de. Voilà, d'être convaincu. Il y a des joueurs qui ont convaincu Petkovic. Par exemple, Chaibi. Chaibi, il n'a pas convoqué. Ensuite, il le convoque. Ensuite, quand il ne joue pas, il le convoque. Ça, c'est des questions à qui Petkovic. Il a déjà répondu concernant Chaibi, on l'avait déjà entendu. Mourad Wardi, eh bien merci de nous avoir donné votre idée sur une lecture d'avant-match sur cette rencontre face au Botswana. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Prochain adversaire, déjà le mardi, leader du groupe, le Mozambique, que nous affrontons ce mardi au stade Hussein Aït Ahmed. Présentation du Mozambique, signé Rostomir El-Sherif. Le sélectionneur national du Mozambique, Chiquinho Condé, qui a convoqué pour ces deux rencontres, la rencontre d'hier face à l'Ouganda, où s'est imposé le Mozambique 3-1, et face à l'Algérie, 25 joueurs. Parmi eux, 12 joueurs locaux évoluant au Mozambique, alors que pas moins de 13 évoluent à l'étranger, venant essentiellement du Portugal, d'Espagne et d'Allemagne. On note le retour du jeune gardien Kimi Zavala, qui évolue en Détroit portugaise, ainsi que les défenseurs Edmilson Dobé de Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, ainsi que l'axial Chico Muchanga du Costa del Sol de Mozambique. Sinon, les titulaires sont là, comme le latéral gauche de l'Atlético Madrid et capitaine de la sélection mozambicaine Reinildo Mandava, qui parle justement de cette rencontre face à l'Algérie après la victoire d'hier 3-1 face à l'Ouganda. Après cette victoire face à l'Ouganda et avoir provisoirement la première place du groupe, nous sommes de plus en plus confiants pour la suite du parcours. Certes, nous sommes qu'à mi-chemin et rien n'est encore fait, mais un résultat pareil nous motive pour travailler plus et aller chercher un bon résultat face à l'Algérie. Nous avons un bon groupe, on se doit à présent de bien préparer le match face à l'Algérie pour prendre une avance et une option pour, pourquoi pas, une qualification historique en Coupe du Monde.
Il y a également l'ailier droit du Sporting de Portugal, Jenny Catamo également, qui est présent, tout comme celui qui a marqué un doublé hier face à l'Ouganda, le milieu de terrain, Pepo, qui évolue au Portugal. Sur l'effectif du Mozambique, je vous propose d'écouter Marco Martins, journaliste spécialisé en football africain et particulièrement les équipes lusophones, qui nous parle de l'effectif de la sélection mozambicaine. La sélection mozambicaine a remporté ce match et c'est vraiment important pour la confiance parce que c'est une équipe qui marche à la confiance. Une équipe assez jeune d'un côté mais assez expérimentée de l'autre. Cette fois-ci, on est sur les qualifications pour le mondial. Ils ont pu aller chercher des joueurs qui jouent en Europe pour fortifier, on va dire, la défense, aider aussi par rapport à l'attaque. Donc c'est une équipe qui a un tout petit peu changé, mais qui permet de changer beaucoup de choses dans la tactique. Avec ces joueurs d'expérience, ces joueurs qui jouent en Europe, ça leur permet d'être un peu plus offensifs. Et puis concernant les schémas tactiques, le sélectionneur mozambicain Tiquinho Condé a plusieurs préférences, soit le 4-2-3-1 comme hier face à l'Ouganda, le 4-3-3 ou le 4-5-1. Je rappelle juste qu'au match aller, la sélection nationale s'était imposée au Mozambique de 2-0 lors de la deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde. Mais il ne faut pas se fier aux résultats. Parce que contre le Mozambique, on avait une équipe nationale à deux visages. Une première mi-temps où ça a été très dur, et c'est en seconde mi-temps qu'il y a eu la décantation qui s'est opérée. Voilà, merci. Donc voilà les deux matchs. Je rappelle, les deux matchs, vous pourrez les suivre en direct sur les ondes d'Alger 3. Dès 14h, on sera ensemble pour le match contre le Botswana. Et on se retrouvera mardi également à 22h en direct du stade Hussein Ait Ahmed. Voilà pour notre équipe nationale et les deux matchs prévus sur ces deux dates FIFA. On va parler d'un club aujourd'hui. Juste à la reprise, en 2025, au mois de janvier, on avait eu le président du Mouloudia d'Oran, il y avait eu le mercato. Et tout le monde s'était dit, ils avaient fait appel à l'entraîneur franco-malien, s'était dit que c'était parti pour le MCO qui allait se relancer. Et finalement, l'entraîneur franco-malien est parti, Amrani arrive, mais ça ne change absolument rien sur cette équipe du Mouloudia d'Oran. Une équipe qui va très mal et qui reste, rappelons-le, plus que jamais menacée de relégation. Ali Hamouche, quelle lecture vous faites? Que se passe-t-il au MCO? Bonjour. Bonjour Maman, il faut dire qu'à l'intersaison, on va dire les amoureux du Mouloudia d'Oran nourrissaient de grandes ambitions pour cette saison. On annonçait même une grande saison pour le MCO avec un recrutement qualifié durant cette période de XXL. Finalement, c'est le flop total à tous les niveaux. Après 20 journées, le Mouloudia d'Oran occupe la 13e place avec 4 points d'avance seulement sur le dernier relégable. C'est dire que le MCO est dans le dur. Hafid Blabbas, ex-joueur du Mouloudia d'Oran, estime que le problème du Mouloudia d'Oran a débuté avec ce qu'il appelle une mauvaise transition entre l'ex-SSPA, MCO et IPROC, et cela s'est poursuivi avec une intersaison très mal gérée. Le MCO traverse une période un petit peu difficile due à la transition entre la SSPA MCO d'avant et IPROC ne s'est pas passée dans les meilleures conditions. IPROC, quand elle est venue, on ne s'attendait pas à ce que les dirigeants d'IPROC, on ne sait pas qui a pris la décision, d'écarter tout le monde. Ce qui fait que le MCO, dans la période de transition, s'est retrouvé avec des gestionnaires administratifs qui n'avaient rien à voir avec le football. D'où le problème qui s'est posé de recrutement, le problème de gestion. On n'a pas consulté les gens du terrain. La saison a débuté par un recrutement commercial et non sportif. Et tout le monde connaît le problème. Les agents, les intermédiaires, les managers, les personnes qui ont été chargées de recruter, ils ont choisi l'intérêt personnel au dépend de l'intérêt général. Par expérience, on ne signe jamais une clause comme celle qui a été signée par Eric Chef. Imaginons que le MCO était premier. Est-ce que l'entraîneur devait rester ou partir? Aussi, ramener un entraîneur en pleine courte saison et qui n'a pas participé au recrutement, il ne connaît pas les joueurs, même si cet entraîneur s'appelle Amrani. C'est un risque. Le club est en train de payer ces mauvaises décisions.
Et le début de saison du Mouloudia d'Oran a été donc marqué par une instabilité au niveau de la barre technique, alors qu'on avait décidé de maintenir celui qui avait sauvé le Mouloudia d'Oran de la relégation la saison écoulée, feu Youssef Bouzidi. La direction du club a décidé de se séparer de lui après quelques journées seulement et faire appel au franco-malien Eric Schell pour un ancien joueur du Mouloudia d'Oran, Omar Belatoui. Maintenir Bouzidi a été une erreur, non pas par rapport à la personne, mais dès le départ, on n'avait pas l'intention de le garder pour le reste de la saison. Il rejoint également l'avis de Hafid Belabbas sur cette erreur d'accepter la clause imposée par Eric Schell, à savoir partir à tout moment en cas d'un contact venu de l'étranger. L'erreur qui a été faite, c'est que tout le monde disait que Bouzidi allait être limogé après 3 journées. Moi, je dirais que la direction aurait dû trouver un entraîneur dès le début et trouver un accord avec le Cheikh Bouzidi dès la fin de saison. La saison passée où il a sauvé, il a aidé l'équipe à rester en première division. Donc, il fallait le remercier, l'honorer et après trouver un autre entraîneur pour la suite du championnat. Mais l'erreur, c'était qu'on a laissé Bouzidi et après, on a ramené un entraîneur Schell qui aussi a signé un contrat où si jamais il aura un offre d'un pays pour l'entraîner. Donc ça, c'était une erreur aussi. Donc moi, je dirais qu'il fallait trouver un entraîneur pour guider ce groupe jusqu'à la fin de saison. Là, il y a la venue de Amrani qui venait un peu en retard. Et le recrutement à l'intersaison aura été le plus gros gâchis du côté du Mouloudia d'Oran. L'exemple le plus frappant est celui de Yanis Hemmache, recruté en provenance d'Arouca au Portugal. Il n'a pas joué la moindre minute sous le maillot du Mouloudia d'Oran pour un salaire de 50 000 €, ce qui faisait de lui l'un ou le joueur le mieux payé du championnat. Finalement, son contrat a été résilié. Il a fallu même batailler pour le résilier puisque le joueur a insisté pour avoir 4 mois de dédommagement. Pour Omar Belatoui, le recrutement a été un fiasco total. Je croyais que cette saison, ça va être un vrai changement, surtout avec le recrutement qui a été fait. On disait qu'on a ramené des joueurs issus d'écoles françaises ou européennes, mais là on voit rien, on a vu le contraire. Je dirais que c'était un mauvais casting, à part quelques joueurs qui ont prouvé qu'ils ont leur place au sein de ce club. Moi je dirais que l'erreur c'est qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le football, qui se sont s'immiscés dans le volet technique et le résultat est là. Donc moi je dirais que c'est une saison catastrophique. Même le mercato hivernal c'était un échec. On n'a pas vu une équipe faire un stage de préparation, il n'y avait pas de match amicaux, un recrutement hasardeux, donc tout ça fait que l'équipe se retrouve à 4 points du relégable. Ça va être très très difficile. Chaque mercato, vous avez les piranhas qui arrivent. C'était le cas au MCO. Il y avait beaucoup de piranhas qui étaient là au milieu. Et tout simplement, on leur a fourgué des joueurs de seconde zone. Absolument, Mohamed. Et au-delà de l'actuelle saison, le Mouloudia d'Oran, qui compte à son palmarès national 4 titres de champion d'Algérie, 4 coupes d'Algérie, une coupe de la Ligue, vit une traversée du désert qui dure 29 ans. 29 ans que le MCO n'a plus gagné un titre national. Le dernier, c'était cette coupe d'Algérie décrochée en 1996. Et le dernier titre de champion d'Algérie date de 1993. Le summum de la crise a été atteint en 2008 avec cette relégation en deuxième division, la première dans l'histoire du club. Comment expliquer cette situation pour Hafid Belabbas, champion d'Algérie avec le MCO en 1988 et vainqueur de la Coupe d'Algérie à 2 reprises en 1984 et en 1985. Le club ne gagnait plus de titres par manque de moyens financiers. La période noire du MCO ou des présidents qui ont géré les clubs, c'était une période où le MCO manquait de moyens financiers. Peut-être qu'il y avait une mauvaise gestion, des mauvais recrutements, mais on n'est jamais arrivé à ce point. Si on revient un petit peu en arrière avec peu de moyens, en 2014, avec le président Belhaj, on s'est classé 3e et on a participé à la Coupe d'Afrique. Avec la venue du prof, nous avons espéré mieux. Malheureusement, les décisions prises ont été négatives. Et de son côté, Omar Belatoui, qui a été joueur lors des dernières consécrations du Mouloudia d'Oran sur le plan national dans les années 90, estime que cette traversée du désert est le résultat d'une instabilité sur tous les plans.
il y avait une stabilité technique au sein des joueurs. Le groupe, c'était toujours presque les mêmes joueurs. Quand on parle de l'équipe de 93 ou l'équipe de 96 ou même après les coupes arabes qu'on a arrachées, je dirais que c'est la stabilité du groupe. Même il y avait de bons dirigeants qui entouraient l'équipe. On était professionnels sans être professionnels. Parce que nous, joueurs, on avait l'amour de ce club. On se donnait à fond. C'est pour ça qu'il y a eu ces résultats-là. À partir de 2000, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs, de joueurs à chaque fois. Un changement de 17, 18 joueurs à chaque fois. Changement de groupe, changement de staff technique. Et la dernière ligne droite, Ma'mar, du championnat ne sera pas de tout repos pour le MCO. Sur les 10 matchs restants, il devra en découdre avec des clubs qui jouent le haut du tableau, à l'instar du Shabab Yardi de Belouizdad, l'USM Alger, le CS Constantine, et des clubs qui jouent leur survie, tels que Biskra, Magra, Arbou. Et le MCO devra une nouvelle fois batailler pour rester en Ligue 1. C'est le club le plus faible actuellement. Vous demandez à tous les entraîneurs quel est l'adversaire le plus faible que vous avez affronté, on vous répondra le Mouloudia d'Oran. C'est pour ça que je dis qu'ils sont vraiment en danger. Merci Ali Hamouche, ça éclaire un peu mieux, on a une meilleure photographie de ce qui se passe actuellement au MCO et de ce qui attend le Mouloudia d'Oran. On va terminer avec les U17. Et oui, elles ont réussi à se qualifier en battant d'ailleurs le Botswana. Eh bien oui, voilà, c'est de bon augure peut-être. Elle se qualifie pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Prochain adversaire, le Nigeria. Vous avez assisté à la rencontre contre le Botswana, le match retour, mais également vous vous êtes projeté sur ce match contre le Nigeria et la composante de cette équipe féminine. Et c'est une qualification historique pour nos jeunes U17 à ce stade de la compétition après avoir éliminé le Botswana à l'aller. Alors que les filles du sélectionneur Abdelnour Mira avaient ouvert la marque, les Botswanaises avaient réussi à renverser la vapeur pour gagner au final 2-1 au match retour. La détermination des coéquipières de la jeune capitaine Zaza Bahi avait fait la différence avec une large victoire à Blida sur le score sans appel de 4-0. Le sélectionneur national Abdelnour Mira qui revient sur les deux matchs et la qualification au troisième tour des qualifications à la Coupe du Monde. Tu fais un déplacement jusqu'à Botswana, donc c'est 22 000 km en aller et 22 000 km en retour. Et avec des escales, donc de 5 escales comme ça, et tu arrives la veille et le lendemain tu joues. Donc vraiment le déplacement en lui-même, le voyage en lui-même a fait vraiment défaut. Une fatigue, on a senti une fatigue auprès de nos joueuses. Et en plus la chaleur de 38, et en plus une altitude comme ça, donc l'humidité qui avoisine les 63%. On a fait la différence au premier mi-temps, donc voilà les paramètres en deuxième mi-temps, donc on fait défaut, donc on s'est projeté pour faire une très bonne production, donc on l'a fait depuis notre retour, on travaillait au centre, voilà on travaillait et comme vous voyez on a fait la différence aisément. Il faut savoir que la sélection nationale est composée essentiellement de joueuses évoluant dans le championnat national, de la Farg Elizane, du club féminin d'Arbou, la jeunesse féminine d'Al-Khroub, Sétif, mais avec également quelques joueuses évoluant en France, comme Mélissa Chir du club de Sarcelles ou Souleïna Chenouf de l'Olympique Lyon. Et beaucoup d'entre elles, notamment les joueuses venues du championnat national, ont dû rater leurs examens de fin de trimestre pour venir jouer cette double confrontation face au Botswana, comme l'ailière gauche de la formation de la sélection nationale et de la Farg Hanan Sehoul qui passe son bac cette année, qui nous parle de ses débuts dans le football. كلش على تنظيم الوقت باينه مع هذا العام ان شاء الله عندي الباك بورتو رانا خلينا لي زيكزامان تاعنا وكاع لازمنا نعرفوا كيفاش نديروا ليكيليب ما بين القرايه والبالون والكلوب هو اللي يمدلك باش تكون احسن تمثيل في ليك ناسيونال البويا باسكو هو اللي توجور دعمني بالبالون تاعي ملي كنت صغيره يمكن عندي 9 سنين في افاغيليزان كبرت فيه الاولى ما كانش كاين لي كاتيجوري كاين غير سينيور كنت توجور نتريني مع الكبارات وما كنتش نلعب لي مات زعما حتى السيزون الجايه باش نديروا كاتيجوري Tout comme Hanan Sehoul qui a dû commencer à s'entraîner avec les seniors car il n'y avait pas sa catégorie, et bien plusieurs clubs ont ce problème. Le sélectionneur national Abdelnour Mira nous parle de la formation des jeunes catégories en Algérie et la feuille de route tracée par la direction technique nationale pour cette catégorie des U17. Contre le Nigeria, c'est un bonus pour nous dans le sens, c'est que notre sélection, pour la première fois déjà dans l'histoire de cette catégorie, elle se qualifie pour le troisième tour. Donc c'est déjà fait. Et contre le Nigeria, c'est une nation de football qui a atteint le sommet, soit en Coupe du Monde, soit en Coupe d'Afrique. Donc nous, on n'a rien à perdre. On va jouer le tout pour le tout. Et c'est un match en plus dans les jambes, devant un calibre comme ça. C'est un apprentissage de plus pour cette catégorie. On va se mesurer à ce calibre du Nigeria. Inch'Allah, ça sera la
la bonne avec la vision de notre DTN, des différents staffs, comment on va en procéder pour avoir une production meilleure que celle-ci et pourquoi pas. Et on prévoit peut-être une qualification pour la Coupe du Monde. Tout est possible dans le football. Donc on reste optimiste. Abdelnour Mila sur le match face au Nigeria au troisième et dernier tour des qualifications pour la Coupe du Monde. Sur la feuille de route tracée pour cette catégorie des U17, eh bien Abdelnour Mila veut se concentrer beaucoup plus sur les jeunes issus du championnat local. Donc pour la sélection des U17. Le match aller-retour face au Nigeria, ça sera au mois d'avril, le 18 avril en Algérie. Match retour, ça sera au Nigeria le 24 avril. Favori de cette rencontre? Le Nigeria, puisque je le rappelle que le Nigeria c'est 11 fois champion d'Afrique chez les seniors, donc avec une excellente formation également chez les féminines. C'est les féminines, très bien. Oui, je parle des féminines. Oui, très bien, oui. On se passe championne d'Afrique. Merci Rostom Yahya Cherif. Voilà, on arrive à la fin de ce Football Magazine. On participait à cette émission. Eh bien, Rostom Yahya Cherif, Ali Hamouche à la réalisation, Fouad Hamadi. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à 14h pour vivre en direct ce match contre le Botswana. Je le rappelle, important, mais pas décisif. Merci. Dans peu de temps, dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Nasser Amejadel pour le 12-13.